Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Il était une fois un livre retrouve cette semaine l'invitée d'honneur, Marie-Hélène Rudel, pour parler autour de son livre « Jamais maman ne serait morte sans me prévenir », édité chez Les Perséides. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Nathalie et bonjour aux auditeurs et auditrices. Donc, hier, vous m'avez dit que ce livre est un livre de témoignages. Oui. Et de souvenirs aussi. Est-ce que vous pourriez dire aussi que c'est un livre qui a pu être un peu thérapeutique pour vous, une manière de... Écoutez, franchement, j'aurais bien aimé pouvoir dire oui, mais c'est plutôt non. 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 Ça ne vous a pas... Ça... Parce qu'on dit souvent que l'écriture peut être thérapeutique. Et je dirais que dans ce cadre-là, où là, vous relatez, vous êtes fortement inspiré par votre vie d'infirmière, oui. Votre activité d'infirmière, je me dis que ça pourrait être aussi l'occasion d'exprimer, d'extérioriser des choses. Si, en fait, oui, vous avez raison. C'est pas thérapeutique dans le sens, comment dire... j'ai vécu des choses douloureuses et ça y est, c'est sorti. C'est pas tellement thérapeutique dans ce sens-là, mais ça fait toujours du bien d'arriver à mettre en forme quelque chose et de le terminer. C'est cadré, c'est bouclé. Donc dans ce sens-là, ça fait toujours du bien. Et puis il y a des choses qui sont, surtout quand c'est sous forme de roman, c'est bien plus facile, qui font du bien. À dire, enfin, je m'exprime très mal là depuis 30 secondes. Ce que je veux dire, pourtant c'est très clair. Hein. Non, bon, pas tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que oser dire certaines choses, ça fait du bien par rapport à soi-même. Par exemple, je n'ai jamais été une très bonne technicienne. Et évidemment, c'est des choses quand on est sur le terrain, dont on n'est pas forcément très fier, quoi. Donc et bien maintenant je l'ai dit, quoi. Voilà. Et puis c'est comme ça. Voilà. Oui, j'avais d'autres qualités. Donc c'est une mise à distance aussi quelque part. Et donc ça fait du bien, hein, le fait de dire des choses. J'ai justement essayé avec le personnage qui s'appelle Marie Dorval, donc le personnage de l'infirmière, d'être de la montrer telle qu'elle était, quoi, avec ses défauts, ses qualités. Oui, dans toute son humanité, quoi. Hein, oui, donc c'est pour ça qu'il n'était pas question de mentir sur des fragilités. Le livre n'aurait plus aucun intérêt si le personnage n'était pas, comme tout le monde, quelqu'un de fragile. Mais c'est aussi pour ça, justement, que ce livre a aussi un intérêt, c'est que il ne s'agit pas d'enjoliver une réalité ou quoi que ce soit. Et à la fois, c'est pas pathos non plus. On rit quand à vous lire parce que justement, comme vous mettez un peu de distance, il y a toutes ces anecdotes qui donnent qui donnent de la légèreté à vos récits qui sont parfois dramatiques. Enfin, il y a des histoires des fois de vie derrière qui sont dramatiques. Mais vous avez su aussi y mettre des anecdotes, ne serait-ce que le titre de votre livre, cette résidente qui vous dit « mais jamais maman ne serait morte », pour elle c'est une évidence. Bon, le lecteur, la première réaction qu'il a, c'est de sourire quand même. Quoi, oui, tant mieux. Parce que c'est vrai que c'est d'une telle évidence. Oui, puis c'est de l'absurde total quoi, aussi, donc... Donc voilà, c'est aussi parce que vous décrivez une réalité, mais avec suffisamment de distance pour pas plomber votre lecteur, quoi. Oui. Le but n'est pas... Non, je voulais surtout pas. Et puis de toute façon, ça n'aurait pas correspondu à la réalité, hein, parce que c'est vrai que ça nous arrivait, ça leur arrive encore, de rire. Oui, heureusement. De rire, de sourire, d'avoir des bons moments... avec les résidents, j'ai dû faire un tri. Hein, j'en avais sinon votre livre ferait 2 fois plus de pages. Oui, puis je pense qu'il faut savoir être concis. Là, il est très représentatif d'une ambiance de maison de retraite. Vous avez suffisamment aussi de résidents.
Oui. qui peuvent vraiment montrer une palette suffisamment diversifiée pour voir les différents types de résidents. Il y a autant d'hommes que de femmes. Enfin, vous avez fait intervenir quand même Oui. des gens très différents. Oui, oui, oui. Donc, Ouais, merci, parce que tout ça, c'est de la construction, hein, c'est du boulot. Donc, Ah ben écrire un livre, c'est du travail. oh là là, oui. Donc voir que ça a marché, c'est bien. Donc vraiment, oui, il est quand même très plaisant à lire. Moi, j'avoue que c'est le titre qui m'a happée, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien dire dans un livre avec un titre pareil? Effectivement, à le lire, vous avez expliqué la raison de ce titre, mais c'est aussi, il est très riche d'anecdotes du quotidien de ces résidents. Et puis, surtout, on sent que votre infirmière les aime beaucoup, quoi. On sent beaucoup d'affection pour ces résidents et beaucoup de frustration aussi. Ah oui. De ne pas pouvoir leur accorder plus de temps qu'elles ne voudraient. Oh là là, oui. Ah oui, c'est plus que de la frustration, c'est à pleurer, hein, quelquefois. D'ailleurs, je l'ai fait, et mes collègues aussi. Hein. On pleure en maison de retraite. Hein. Je veux dire, les soignants. Hein. Mmh. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de joindre votre éditeur, mais c'est un vrai plaidoyer quand même pour le personnel soignant, je trouve. Parce que c'est les voir de l'intérieur en plein fonctionnement. Et je me suis demandé si c'était un petit peu un geste militant de la part de votre éditeur. On va lui poser la question directement, mais j'ai pas eu l'occasion de... Je n'en sais rien, il faudrait lui demander. C'est quelqu'un que je connais encore peu, mais que j'ai quand même rencontré une dizaine de fois maintenant, et qui m'a l'air d'une très grande sensibilité. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de très chouette. Donc, ça peut être aussi vu comme un geste militant. C'est pas impossible. Surtout dans le contexte dans lequel on vit. Oui, oui, tout à fait. Ah, oui. Donc c'est bien qu'un livre, même sous forme de roman, nous donne à voir la réalité de ces héros, hein, comme on les a appelés. Oui, oui, oui. Oh là 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 là. Oui, 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 oui. Pour mieux les laisser dans la mouise et ne absolument rien faire ensuite, vous verrez. Hein, on verra, on en reparlera, mais je n'ai aucune illusion là-dessus. Donc, il y aurait trop de choses à refaire. C'est aussi toute une philosophie, c'est aussi toute une conception des maisons de retraite, c'est tout un fonctionnement, tout est à revoir. Quoi. Oui. Ah oui, oui, puis là, vous parliez de héros, donc vous parliez par rapport au Covid, etc. Bien sûr. Donc ça dépasse les maisons de retraite, quoi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu facile, dorer la pilule des gens, aller leur passer la main dans le dos. Très démagogique. Oh là là, que de les appeler héros, mais ils n'ont pas envie d'être appelés héros ou héroïnes, ils ont envie qu'on leur donne les moyens de travailler et de pouvoir apporter le temps qu'il leur semble nécessaire, puisque le personnel soignant est quand même le mieux placé pour savoir quel temps il doit accorder aux résidents. Ah bah oui, mais il n'est jamais consulté, il n'est pas cru, ou les médecins pas plus, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, on est en train de taper sur le gouvernement. Pourtant, c'était pas une émission politique à la base. Non, mais c'est inévitable. Mais surtout qu'avec un thème pareil. Bah oui. Mais bon, je crois qu'on n'a pas fini, parce que là, il va y avoir de la création post-confinement, certainement en littérature. Hein. Oh oui, sans doute, ça sera très intéressant. Il y aura beaucoup à dire. Ah oui. Par contre, alors, pour revenir à votre livre, vous avez un terme qui m'a interpellée. Dès le début de votre livre, vous parlez de survivre en maison de retraite. Ah oui. Ah bah oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On ne va pas tout dévoiler, mais il y a des gens qui en meurent. Je veux dire, évidemment, tout le monde ou presque meurt en maison de retraite, finit par mourir en maison de retraite. Mais il y a des gens qui en meurent en quelques mois. Parce que c'est insupportable. Ça n'est quasiment jamais un choix. Donc, rien que ça, si vous voulez, c'est un stress énorme. Un stress, il faut pouvoir le surmonter. On ne le surmonte pas toujours. Donc, où on le surmonte, on vit avec, quoi, et on survit. Et on trouve, il y a des moyens d'adaptation.
La plupart des résidents, des résidentes arrivent à se faire quelques copains. Il y a même des couples parfois qui se forment en maison de retraite. Il y a même des couples qui se forment. J'en ai pas connu. Par contre, j'ai connu des couples, des gens qui entraient ensemble en maison de retraite. Et puis, vous avez toujours un soignant, une soignante avec qui ça colle bien. Enfin, vous avez des petites choses auxquelles vous se raccrocher. Une sortie, une activité que vous aimez bien. Bon, mais c'est ce que j'appelle de la survie, quoi. Et ça, vous annoncez la couleur dès le début, quoi. Oui. Et en plus, vous parlez de votre personnage. Oui. Oui. On va quand même vous dissocier. Votre personnage, puisqu'elle parle à la première personne, elle parle de son ignoble complicité. C'est quand même des termes qui sont de violence exercée contre les pensionnaires, même si c'est pas forcément toujours de la violence physique. Oui. Mais parfois c'est aussi violence par manque de temps. J'en ai jamais vu où j'étais. Mais des fois ça peut être violence par manque de temps. Ça peut être aussi le fait de les laisser dans leur détresse parce que vous n'avez pas matériellement le temps. Ah oui. Et puis qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, que de passer son temps à empêcher les gens de sortir? Je vais être provocatrice, sous prétexte qu'ils ne savent pas revenir. Évidemment, c'est une très bonne raison. Et je l'ai fait moi-même. Leur cavaler après, etc. Mais enfin, vous vous rendez compte, quand on sait que dans la maladie d'Alzheimer, la seule chose qui calme, ou presque, c'est de marcher. Ils n'arrêtent pas de marcher, souvent. Enfin, beaucoup d'entre eux, on ne va pas généraliser. Mais tant qu'ils peuvent marcher. Oui, c'est quelque chose. D'ailleurs, ça fait du bien de marcher à n'importe qui. Le stress, quand on est stressé, maladie d'Alzheimer ou pas, ça fait du bien de marcher. Le mouvement. Bah oui. Mais bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les en empêcher. C'est un enfermement. Mais je n'ai pas la solution. Non, c'est un faudrait constat, un énorme parc, je ne sais pas, quelque chose qui serait vraiment très, 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 très grand, bouclé, où les gens auraient l'impression de partir, mais bouclé, ça veut dire que c'est quand même une prison. Franchement, pour l'instant, j'ai pas la solution. Hein. Non, c'est juste un état énorme. C'est un état des lieux, quoi. Ah ouais. Mais c'est une violence très grande. Donc c'est vrai que les termes que vous employez dès le départ sont quand même assez forts, quoi. Oui. Vous annoncez vraiment la couleur dès le départ. Hein. La seule chose que j'espère, c'est que je voudrais surtout pas culpabiliser les familles, parce que quasiment toujours elles n'ont pas eu le choix, et c'est très très douloureux pour les familles. Et la plupart des gens que j'ai connus, les familles que j'ai connues, étaient malheureux, mais d'une extrême gentillesse avec leurs parents. Enfin, c'est très très difficile, et vraiment j'ai envie de leur dire, ne culpabilisez pas, tout ça n'est pas votre faute. Bien sûr, hein, bien sûr. Voilà, mais enfin, je ne pouvais pas cacher certaines choses. Ce livre, c'est pas le but non plus, non. Quoi. Non, je pense que si on peut dire une chose, c'est que vraiment, j'allais dire, j'ai essayé d'écrire vrai. Franchement, j'ai écrit vrai. C'est pas prétentieux, parce que ça ne dit rien quant à la qualité du livre, mais j'ai écrit vrai. C'est un vrai témoignage. Voilà. Bon, bien écoutez, on va rester sur ces mots de la fin pour aujourd'hui. Mais de toute façon, on se retrouve demain. On a encore volontiers. On a encore quelques jours à passer ensemble. Et on laisse place, bien sûr, à un petit peu de lecture. Donc, je rappelle quand même le titre de votre livre, « Jamais maman ne serait morte sans me prévenir », donc aux éditions Les Perséides. À demain, Marie-Hélène. À demain, Nathalie. Marie-Hélène Rudel, « Jamais maman ne serait morte sans me prévenir ». Lisette Préjean est démente. Je hais ce mot. Prendre un traitement, elle ne sait plus ni comment le faire, ni à quoi ça sert. Il faut ruser. Je viens de broyer ces comprimés. Ce faisant, j'ai pris une bonne grosse bouffée de poudre de Vastarel bisoprolol réminil en plein nez et en pleine bouche. C'est infect. J'ai dû aller cracher dans le lavabo.
Je mélange maintenant la poudre à une compote. C'est toujours mieux que de la verser dans son café, comme ça se fait parfois, mais je n'ai aucune illusion. Si la poudre est infecte, la compote l'est aussi. Madame Prigent est extrêmement calme. À vrai dire, elle est à peine là. Je prends une chaise et, pour ne pas déranger son absence, je m'y assieds en freinant ma descente. L'idéal serait qu'elle ne me voie pas m'asseoir, qu'elle m'assimile progressivement. J'avance la petite cuillère vers sa bouche avec un absolu manque de confiance. Pourquoi avalerait-elle ça ? Prendre mon temps, moi qui ne l'ai pas, doucement, plus doucement, sourire hypocrite. N'est-ce pas, madame, que cette compote est ce qu'on fait de plus délicieux au monde ? Elle grimace, mais avale tout de même. Quelques minutes plus tard, je dois me rendre à l'évidence. À force de, comme si de rien n'était, Madame Prigent a avalé 6 cuillerées entières. Je sais que, d'une seconde à l'autre, elle peut refuser d'en supporter davantage. Alors, chaque cuillerée supplémentaire est un petit miracle. Elle ouvre la bouche. 7. Vendredi dernier, j'ai dû capituler, mettre la compote au frigidaire et lui représenter à midi. Peine perdue. Qui aurait envie d'une compote aux médicaments quand flotte dans l'air une odeur de frites ? Et encore une, s'il vous plaît. 8. Et 9. Est-ce possible ? Madame Prigent a mangé toute sa compote. Petite victoire, certes, mais qui me requinque. Si Lisette Prigent ne prenait plus son traitement, elle risquerait de mourir. Lui faire prendre ses médicaments n'est donc pas une mauvaise action. Et pourtant, je ne suis pas fière. De quel droit est-ce que je décide à sa place ? Je me vois mal, moi, avaler cette mixture répugnante, si jamais un jour... Et puis, j'en ai plus qu'assez des médicaments. Réception des sacs qui arrivent de la pharmacie, rangement des boîtes dans les casiers des pensionnaires, remplissage des semainiers, distribution 4 fois par jour. J'ai fait le calcul, les médicaments représentent 40% de mon temps de travail. Et tout ça pour les retrouver par dizaines jetés par terre ou recrachés dès que j'ai tourné le dos, après avoir famine de les avaler. Les yeux creusés par une nuit de désespoir, Louise Cadieux est là, le nez dans un café qu'elle ne boit pas. Elle relève la tête, enfonce son regard dans le mien. Je pose ces 2 gélules sur la table. Elle se sert un verre d'eau et les avale l'une après l'autre, lentement. J'ai la sensation qu'elle y prend un certain plaisir. Je me demande pourquoi. Peut-être est-ce un moment de répit dans sa tête ? Ces gestes qu'elle est obligée de faire ? Un temps volé à l'angoisse ? Et tout à coup, mais sien, ils vont venir vous voir. Quand ? Bientôt. Bientôt est un mot magique. Louise Cadieux se détend l'espace de 20 secondes. À la 21e, elle a oublié mon bientôt, alors reprend sa plainte. Mais sien, je ne reste pas. D'autres m'attendent. Un comprimé blanc ici, une gélule jaune et bleue là. Dans mon dos, quelques syllabes discordantes. Louise Cadieux m'a posé une question dans une sorte de hoquet. Je n'ai pas compris et de toute façon, c'est le moment pour moi de quitter le salon du premier étage. Je me tourne vers elle. Je reviens, Madame Cadieux, je reviens. C'est faux. Je suis sur le départ. Je suis en train de lui échapper lâchement et je ne compte pas revenir. Si jamais je repasse devant elle, ce sera forcé et contrainte. C'est trop dur, sa souffrance. Ascenseur, 2e étage, même programme de distribution acharné. Autour de moi, les allées et venues frénétiques des aides-soignants qui desservent le petit déjeuner, emmènent un pensionnaire ici, le ramènent là, traversent le salon à fond de train, disparaissent dans les couloirs. Ainsi, courons-nous, les soignants, minute après minute et jour après jour. Les pensionnaires nous regardent courir,
Ils savent rarement où nous allons et pour y faire quoi. Eux ne courent plus. Leur vie est lente. Leurs pas sont lents quand ils marchent encore. Ont-ils seulement le temps de nous reconnaître quand nous filons comme les nuages noirs de la tempête, impossibles à retenir, bourreaux d'indifférence, incapables de leur adresser seulement un regard ? Et c'est pourtant pour eux que nous nous jetons dans les couloirs. Pour eux que nous secouons cette alaise, que nous tirons ce drap, que nous nettoyons ce peigne, que nous allons rechercher ce bol oublié à l'office, que nous sortons cette chemise propre de l'armoire. Cette course folle, c'est pour eux. Ce matin, je me pose une question toute simple. Peut-on être à la fois rapide et empathique ? Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.